Alors Rémi, j'ai un gros problème. Un gros problème, qu'est-ce qui se passe? C'est ma fille. On a un gros sujet autour de la lecture avec elle. Oh là là, elle sait pas lire, elle est en troisième, non? Bah si, elle sait lire, mais c'est pas ça le problème en fait. C'est quoi? Qu'est-ce qui va pas? Bah, en fait, Rémi, elle lit beaucoup et elle lit en utilisant des outils digitaux pour lesquels je captais rien du tout. Du coup, j'ai dû mener une petite enquête là-dessus. Ah, Ça t'intéresse d'en savoir plus? mais bien sûr! Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Rémi. Salut Greg, comment vas-tu? Bah ça va très bien et toi? Bah écoute, génial, fantastique. Écoute, l'été arrive, c'est le moment où on a des fois un peu plus le temps de lire, et c'est justement un des sujets que je voulais aborder avec toi aujourd'hui dans encore un podcast tech. Parfait. Parfait. C'est-à-dire qu'on va parler liste de lecture parce que je me souviens que l'année dernière, on avait parlé liste de lecture et au final, j'avais lu que un bouquin sur les 5 que je m'étais prévu. Donc, cette Pareil, année, je vais pas faire de liste, moi. c'est pour ça que j'ai pas relancé le sujet cette année, tu vois, j'ai voulu la jouer low profile. Très bien. Exactement. Faut encore que je termine quelques livres de l'année dernière, mais bon, D'accord. j'en ai lu d'autres entre temps, donc ça compense. Mais non, on va pas parler de liste de lecture aujourd'hui. On va vraiment parler de tout ce qui entoure en fait les nouveaux outils digitaux qui révolutionnent finalement toute l'industrie du livre. Et tu vois, c'est un très très beau sujet. Magnifique. Mais avant ça, On remercie tous nos auditeurs. Merci beaucoup à vous pour être aussi fidèles, à nous faire du feedback régulièrement, à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast, ce qui nous aide beaucoup. Donc merci beaucoup de nous suivre et n'hésitez pas à partager ce podcast ou que vous soyez sur Twitter, Facebook, LinkedIn, TikTok, car ça nous aide beaucoup et on vous remercie. Et potentiellement, les gens à qui vous allez faire découvrir ça seront heureux parce qu'ils vont apprendre plein de choses comme nous, on en apprend plein de choses. exact. Donc aujourd'hui, en fait, le sujet, c'est des sujets que j'aime bien parce qu'en fait, c'est des sujets qui me poussent un petit peu à creuser certains trucs que je peux entrevoir un peu de loin pour m'en faire une idée. Et là, je dois avouer que c'est quoi l'expression en anglais, le rabbit hole. C'est Ah vraiment ouais, le trou du lapin, tu sais, où j'ai commencé à ouais. creuser et en fait, je me rends compte que je termine de l'autre côté de la Terre parce qu'en fait, le digital a complètement révolutionné, est en train de complètement transformer en profondeur l'industrie du livre. Ça a un rapport avec plein de choses qu'on a l'habitude d'évoquer ici. On va parler de réseaux sociaux, on va parler d'outils, on va parler également de support numérique, de distribution, de communauté. Tout ça, c'est en pleine transformation. Ouais. Et du coup, ça me paraissait vraiment important qu'on se fasse un petit sujet dédié là-dessus. Ça t'intéresse, ça? Ah bah bien sûr, étant grand lecteur, oui, bien sûr, tous les outils qui permettent de transformer, d'améliorer même la façon dont on lit les choses qu'on pourrait lire, ça m'intéresse grandement. Alors, en fait, voilà, on va découper le sujet en plusieurs morceaux. On va commencer par l'impact des réseaux sociaux. Mm. Est-ce que tu t'es déjà fait suggérer une lecture sur un réseau social, Rémi? Eh bien non, je sais que ça existe, mais non, j'ai pas vu de gens qui présentaient des bouquins, alors que pour le coup, je suis dans la cible, enfin je pense. Alors moi, ça m'arrive parfois de trouver une reco de livre sur LinkedIn ou quelque Oui. chose, mais c'est pas ces réseaux sociaux auxquels je pensais là. Mhm. En fait, il y a un réseau social qui a vraiment commencé à bien bouleverser les choses il y a quelques années, c'est Instagram, avec justement, alors tu pourrais te dire, mais ok, que vient faire le Le réseau réseau de la social de photo, l'image ouais. sur du texte en fait? Comment comment tout ça finalement fonctionne. Et en fait, il y a eu un mouvement qui s'appelait Instabookgram, qui est une sorte de contraction entre book et Instagram, qui finalement a permis à plein de personnes finalement de créer des comptes, de créer des communautés, de partager autour de conseils de lecture. C'est un hashtag qui présente plus de 300 millions de publications au moment où je te parle. Mhm. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez massif en termes de contenu généré par des utilisateurs. L'intérêt, c'est vraiment que des personnes finalement partager avec le visuel d'un livre, la couverture, et puis derrière en commentaire, ils te finalement partager un certain nombre de leur avis sur le livre, l'histoire, etc., à grands coups de hashtags, d'emojis et de descriptions. Et puis du coup, ça permettait d'échanger en commentaire sur ces bouquins de lecture, également avec les stories, etc. Donc ça, c'était vraiment le premier gros coup que j'ai identifié. Il y en a peut-être eu Mhm. avant
précédemment, mais voilà, Instagram avec ce hashtag a commencé à vraiment permettre, enfin c'est vraiment du contenu, enfin des usages détournés par les utilisateurs, hein, des appropriations par les utilisateurs du réseau, mais en tout cas voilà, il y a eu un truc avec la lecture. Ça a commencé vraiment sur Instagram, mais c'est en 2020 avec TikTok que les choses ont pris une tournure complètement hors de contrôle. On parlait de TikTok, hein, il y a pas très longtemps dans un épisode. Ouais. On remettra le lien en commentaire, mais en tout cas, TikTok c'est vraiment un réseau qui fait et défait les tendances, que ce soit les tendances en termes de gastronomie, en termes de lieux, en termes de mode, en termes de plein de sujets de sortie, de tourisme. Et les livres ne font pas exception à ça, puisqu'en fait en 2020 est apparue une tendance qui s'appelle BookTok, contraction de Book et TikTok, qui a été un vrai raz-de-marée, puisqu'en fait à l'heure où on parle, ce hashtag cumule 60 milliards de vues. Donc c'est délirant en fait en termes. On est loin des 300 millions de publications d'Instagram sur le même sujet. Alors attention, c'est vrai qu'on compare des choux et des carottes parce oui, c'est vrai, publication versus vues. Publications et on n'a pas l'information du nombre de publications sur TikTok et on n'a pas tellement l'information du nombre de vues sur Instagram, mais c'est quand même très très massif en termes d'ampleur et en fait il y a une vraie tendance qui s'est créée finalement autour de ce réseau dédié autour de vidéos courtes, TikTok. Il y a un vrai engouement finalement en gros de la génération Z sur tous les sujets autour de la lecture. Et en fait, ce hashtag BookTok, il prend une ampleur énorme puisqu'en fait là, je te parlais de 60 milliards de vues au moment où on enregistre cet épisode, c'est-à-dire voilà en juillet 2022. Mais par contre, en janvier de la même année, on était à 36 milliards de vues. Donc en fait, il y a une croissance exponentielle du nombre de contenus visionnés autour de ces thématiques de lecture. Et il y a des déclinaisons par pays, comme tu peux t'en douter. Et le hashtag français qui BookTok France cumule déjà 425 millions de vues à lui tout seul. Donc on est vraiment sur du très lourd, sur une tendance qui est apparue, je te rappelle, il y a 2 ans à peine en plein confinement, quoi. Donc c'est un vrai raz-de-marée. Alors tu me dis, on va me demander c'est quoi en fait, de quoi on parle. Ouais, concrètement qu'est-ce que c'est en fait, c'est des écrivains qui partagent leurs livres, ils font une lecture en 30 secondes de leur livre. Alors pas toujours, pas toujours. Souvent ça part finalement des lecteurs qui vont partager une bonne lecture autour, en quelques secondes, en expliquant l'histoire, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé, et puis avec les liens pour acheter le livre. Donc ça c'est vraiment un des cas d'usage. Et parfois en fait ça crée des effets de bord assez dingues pour les éditeurs qui se sont retrouvés, c'est un peu moins le cas maintenant, mais en fait qui se sont retrouvés avec des raz-de-marée de demandes sur certains livres qu'ils n'avaient pas du tout anticipé. J'ai un exemple à te partager, c'est un livre écrit en 2016 par Colleen Hoover, qui est une autrice américaine, je crois, qui s'appelle It Ends With Us, qui du coup est une histoire qui est sortie en 2016, qui s'est pas très 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 bien vendue puisque ça s'est vendu à 20 000 exemplaires. Et en fait, en 2020, comment dire, il y a quelqu'un sur TikTok qui retombe sur ce livre et qui le découvre et qui partage un peu ce qu'elle en a pensé. Et là, ça part complètement en vrille puisque ça devient vraiment tendance sur Twitter, ce livre. Et en fait, il est vendu à plus d'1 demi-million d'exemplaires. Ah ouais. 4 ans après sa sortie, sans aucune nouvelle promotion finalement des éditeurs ou de l'auteur ou quoi que ce soit. Donc en fait, du jour au lendemain, c'est devenu un best-seller sans aucun finalement moyen d'appréhender et d'anticiper cela. Donc ça peut créer des sujets au niveau de la chaîne de logistique parce qu'il y a tu peux te retrouver avec des livres en rupture de stock parce qu'ils sont plus forcément édités, etc. Mais donc, enfin voilà, ça devient vraiment un vrai sujet. Donc là, d'un point de vue découvrabilité finalement des auteurs et des livres, parce que c'est très facile finalement de partager une lecture, un feedback et finalement d'alimenter une liste de lecture. Et puis c'est également devenu un moyen pour les auteurs
de faire la promotion de leur livre très très facilement, et puis de faire ce qu'on appelle du build and public, c'est-à-dire de finalement partager le projet de création du livre en direct avec une communauté. Et là aussi j'ai un exemple assez intéressant qui est celui de Chloé Gong qui s'est inscrite en fait sur TikTok pendant qu'elle était en train d'écrire son premier livre. Elle était, je crois, encore étudiante à l'époque. C'était il y a 1 ou 2 ans. Et en fait, en partageant finalement son projet d'écriture, ses questionnements, ses raisonnements, voilà, tout son process créatif, elle a généré une communauté de 100 000 abonnés. Ah oui. Ce qui fait qu'en fait, quand son livre est sorti, c'était un mini événement et elle avait déjà une audience très très qualifiée, très très ciblée, qui était intéressée par lire son livre et qui du coup très rapidement a fait de son livre un des best-sellers du New York Times. Voilà, alors qu'elle n'avait pas forcément de canaux de promotion autre que le sien. Et donc ça, en fait, cette tendance de BookTok fait qu'il y a finalement des livres ou des auteurs qui deviennent complètement tendance sans que ça ait pu être tellement anticipé. Préparé, planifié. Ouais. Exactement. Et du coup, ça a un caractère complètement imprévisible pour certains écrivains, certaines maisons de disques. Alors, en réaction, on commence à avoir quelques réactions d'adaptation. Il y a certaines librairies maintenant, j'en ai croisé notamment même des rayons à la Fnac, qui ont carrément un encart BookTok qui regroupe la sélection des livres qui ont été finalement trending sur TikTok. L'intérêt, c'est que voilà, une personne qui cherche un livre va tout de suite, et qui l'a trouvé sur TikTok va tout de suite savoir où aller dans la librairie pour retrouver le livre, plutôt qu'il soit éparpillé de manière finalement classique par auteur ou par genre. Ça, c'est un premier point. Et puis même des boutiques en ligne font désormais des sections entières dédiées à BookTok qui permettent de retrouver facilement l'ensemble des livres populaires du moment sur TikTok pour les acheter. Et ouais, logique. Et est-ce que TikTok a essayé de monétiser ça, d'essayer de, je sais pas, de donner la possibilité aux maisons d'édition ou aux auteurs de pouvoir acheter le livre quand il est déjà quand quelqu'un en parle en fait? Alors je crois que ça fonctionne pas complètement comme ça pour l'instant TikTok. Alors la sponsor c'est effectivement dans le feed et de manière un peu plus classique. Par contre effectivement si tu pourrais imaginer y a un truc à créer là. Sortir. Mais le top serait effectivement que tu puisses faire ton achat carrément dans l'application, quoi. Et ça, je pense que voilà, Instagram a réussi à le faire, Facebook a réussi à le faire. Je pense qu'ils y pensent fortement parce qu'ils sont tellement générateurs de tendances, que ce soit dans la mode ou justement dans l'édition, que tu peux très bien imaginer demain, effectivement, suite au visionnage d'un TikTok, d'acheter directement le livre. Ouais, bien sûr. Donc ça, c'est effectivement. Après, il existe d'autres moyens qui pour les auteurs de se rémunérer. Tu peux imaginer, ou auteurs ou influenceurs, parce que tu as aussi tout un réseau d'influenceurs finalement autour de la lecture qui se sont popularisés. Ils peuvent très bien mettre des liens affiliés, donc des liens qui permettent de dégager une rémunération à chaque fois qu'il y a un achat sur Amazon ou sur une plateforme. De mettre ça en commentaire, et ça marche également pas mal, quoi. Donc ça, c'est plutôt c'est quand même un gros renversement des tendances et de ce qui fait finalement le succès d'un livre. Et je l'ai pas précisé, mais je vais le dire tout de suite parce que ça vaut pour pas mal des choses dont on va parler aujourd'hui. On est quand même aujourd'hui beaucoup sur un phénomène qui va toucher, on va dire, les 13-25 ans à peu près. Donc voilà, ça c'est. Donc du coup les livres qui vont popper par rapport à ça, on donnera peut-être quelques exemples un peu plus tard dans le podcast, ce sont plutôt des livres, on va dire, fleurs bleues, romances, etc. quoi. Ou aventure, fantasy, etc. Donc on n'est pas dans des livres. Ouais, vas-y. J'en déduis que toi, ça t'est pas arrivé de voir un livre, une suggestion de livre et de l'acheter via TikTok ou Instagram, un truc comme ça. Non, moi j'ai vraiment découvert ça via mon ado et en regardant un peu ses usages et puis en découvrant des rayons BookTok dans certaines librairies. Et du coup j'ai un peu creusé le truc, mais non, moi j'ai pas été exposé directement à des livres je suis pas encore visiblement je suis plus dans la cible peut-être. Non, mais on va devenir. Ça commence par les jeunes et ensuite, les vieux comme nous, on va l'avoir, quoi. Exact. Mais c'est hyper intéressant, tu vois, rien que ça, en termes d'approche. C'est clair. Parce que, moi, j'ai pas souvenir, si tu veux, j'étais pas un grand lecteur étant ado.
Et c'est vrai qu'il y a toujours le sujet de la recommandation des livres qui se pose, qu'on peut avoir, on peut avoir des alternatives. Tu peux aller dans une librairie et te faire recommander. Oui, voilà, exactement. Possible. Tu peux également aller sur des plateformes de vente en ligne et regarder les tops, les tops de vente dans les catégories qui t'intéressent. Mais ce côté finalement recommandation personnelle, par rapport à ce que tu as pu lire précédemment, bah ça a un fort indice finalement de recommandation. Et puis je m'attendais pas finalement à ce que ça prenne autant sur une population finalement assez jeune, qui du coup ça les fait beaucoup lire, et ça c'est plutôt très très bonne nouvelle, je trouve. C'est positif, c'est sûr. Donc ça c'est plutôt cool. Mais ça, TikTok, c'est quelque part la partie émergée de l'iceberg. Parce que quand j'ai commencé à creuser, j'ai découvert d'autres choses encore plus what the fuck, desquelles j'étais complètement passé à côté. Est-ce que tu connais, Rémi, Wattpad ? Oui, je connais Wattpad, j'y ai un compte depuis plusieurs années, mais je n'ai jamais rien lu dessus. Alors, tu peux me dire du coup, qu'est-ce qu'est Wattpad et pourquoi tu t'es inscrit ? Parce que, alors, c'est un mix entre un réseau social, mais si c'est un réseau social, mais dédié à l'écriture, et donc dessus n'importe qui peut venir écrire un roman complet, des nouvelles, des poèmes, enfin tout ce que vous voulez. Et l'intérêt, c'est que les gens peuvent réagir. Donc mettons, il y a pas mal d'écrivains comme ça qui ont commencé ils arrivent, ils postent un premier chapitre de leur livre. Ils voient les réactions, les gens vont dire ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, qu'est-ce qui va se passer ? Ils réagissent. Et potentiellement, pour le chapitre 2, l'auteur va pouvoir l'adapter en fonction de ce que des retours de ses lecteurs. Alors, c'est bien, c'est pas bien, hein, mais en tout cas, ça met beaucoup d'interactivité dans le processus créatif, et c'est ça que je trouvais assez intéressant. C'est un très très bon résumé. Donc c'est vraiment un réseau social à la base qui est également une plateforme de publication. Et donc c'est utilisé pour beaucoup par la génération Z justement. Aujourd'hui, il y a 90 millions de lecteurs de Wattpad. Énorme. Donc c'est énorme, c'est énorme. Donc c'est vrai que par rapport à d'autres réseaux sociaux comme Instagram ou quoi, ouais, c'est rien, mais qui passe le milliard, ça paraît rien. Mais voilà, là pour une plateforme qui est relativement discrète, c'est quand même assez notable. Et 80% de ces lecteurs appartiennent à la génération Z, donc, plutôt jeune jeune du coup. Et donc ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'intérêt des jeunes pour l'écriture. C'est une plateforme de lecture, je sais pas si on l'a dit clairement, mais c'est vraiment un endroit sur lequel tu peux lire comme tu pourrais lire dans l'application Kindle de ton téléphone. Donc vraiment tu peux lire, tu peux surligner, tu peux faire un certain nombre de choses en fait au niveau de la plateforme, et puis tu peux effectivement partager avec les auteurs. Tu as 5 millions d'auteurs sur la plateforme. Alors, c'est pas que des professionnels publiés, etc. Mais du coup, voilà, c'est des personnes qui écrivent des histoires et qui les partagent. Donc, c'est vraiment en gros, c'est vraiment une désintermédiation des maisons d'édition, puisqu'en fait, c'est du direct to consumer. L'écrivain va écrire directement, publier, et puis finalement permettre à des lecteurs de donner des feedbacks. Ça fonctionne beaucoup en mode finalement itératif, comme tu l'as dit, avec des comment on appelle ça, c'est un peu comme fonctionnaient les mangas, fonctionnent toujours les mangas, c'est-à-dire tu as des épisodes qui sont publiés chaque semaine. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que tu es sur une livraison au fil de l'eau de l'histoire et des chapitres, et donc voilà, c'est hyper intéressant parce que ça permet aussi de fidéliser une audience. Et donc ça c'est hyper important. Alors, il peut y avoir des effets de bord, par exemple, moi je compte plus le nombre de fois où ma fille est venue me voir complètement dépitée en disant il y a cet auteur qui a écrit 12 chapitres de son livre, et puis ça fait 1 an qu'il a pas écrit de nouveaux chapitres, il a abandonné le projet, et du coup tu as des histoires non terminées qui peuvent générer finalement pas mal de frustration. Et puis après en termes de métriques, c'est juste énorme, puisque c'est une plateforme de lecture, et effectivement on parlait de TikTok il y a quelques semaines, qui peut te bouffer du temps parce que c'est de la consommation en mode snack. Mais sur Wattpad, on a des chiffres qui sont assez
assez éloquent, puisqu'en fait, les utilisateurs passent en moyenne 52 minutes par jour sur la plateforme. Ah ouais. Donc, entre la lecture et puis éventuellement le côté un petit peu réseau social. Et ça représente 23 milliards de minutes passées sur la plateforme chaque mois. Pas mal. Donc pas mal du tout, et plus de 350 000 des stories qui sont finalement qui permettent des interactions. Voilà, donc on est quand même sur une plateforme très très utilisée, avec des gros taux d'utilisation, et qui ne se limite pas à la plateforme, puisqu'en fait Wattpad, les éditeurs, les distributeurs et même les réalisateurs se sont vite intéressés à la plateforme, parce qu'ils ont dit attention, là c'est peut-être un vivier de bonnes histoires. Oui, bien sûr. Et donc, il y a à date plus de 1500 histoires qui ont été initialement publiées sur Wattpad, qui ont fait l'objet soit d'adaptations en livre, soit en série télé, soit en film. Et donc, voilà, c'est également un vivier hyper important finalement de nouvelles histoires pour l'industrie du divertissement. Donc, tu as des personnes qui ont commencé à publier leurs livres gratuitement sur Wattpad et qui, au bout d'un moment, ont eu un deal avec un éditeur et du coup ont arrêté de le publier, ou l'ont fermé à la lecture, et te permettent finalement de les soutenir désormais simplement en achetant le livre. Et puis tu as des rachats un peu plus classiques, comme directement des adaptations en série Netflix, en film ou autre. Il y a quelques exemples qui sont un petit peu connus. Si vous avez suivi Netflix, un des succès de Netflix, c'est je vais y arriver. J'ai un trou de mémoire. Je clique sur le lien, je suis désolé. Kissing Booth. Kissing Booth, c'est une comédie romantique. Oui. Alors, on en revient toujours à la cible, hein, mais voilà, une comédie romantique qui a eu trois déclinaisons, 3 films qui ont fait l'objet d'adaptation sur Netflix et qui est née sur Wattpad. Et puis, tu as toute la série des After, qui est une série un peu 50 Shades, mais pour les jeunes. Je sais pas trop à quoi ça peut ressembler, j'ai un peu peur. Mais je sais que c'est disponible notamment sur Amazon Prime en vidéo. Et donc, voilà, ça c'est sorti au cinéma initialement, et puis c'est désormais sur les plateformes de VOD. Et ça, c'est des histoires qui sont vraiment nées sur Wattpad. Donc, Wattpad, c'est le réseau social et un outil de création et de partage qui permet finalement désormais à des auteurs d'émerger. Et à la génération Z, vraiment de lire gratuitement, on l'a pas précisé. Oui, en plus, beaucoup de lectures gratuites. Donc, hyper intéressant. Et puis, voilà. Donc ça, c'était un petit peu la présentation de Wattpad. Moi, j'ai vraiment pas que effleuré le sujet, mais c'est énorme, Wattpad. Ouais. Bah, du coup, tu m'as donné envie de réactiver mon compte et d'aller rejeter un œil, comme si j'avais pas déjà assez de trucs à lire. Mais non, mais aller voir, tu vois, je pense que la dernière fois que je me suis connecté, c'était genre il y a 4-5 ans. Donc ça a dû bien évoluer depuis, et voir ce qui se fait, parce que un des problèmes de ce genre de plateforme, alors je parle à l'époque, c'est que c'est difficile de trouver des contenus qui te plaisent. Et t'as l'exemple de ta fille qui arrive au bout des 12 chapitres, au final t'as plus rien après. Et donc tu dois avoir pas mal comme ça d'histoires qui commencent sans finir. Mais c'est aussi comment est-ce que tu arrives à trouver un livre ou une nouvelle qui te plaît, tellement, enfin dans la masse, tu vois, parce que tu dois avoir des trucs vraiment de qualité variable. Donc ça doit être aussi un challenge de leur côté, arriver à proposer, il faudra un mix entre TikTok et Wattpad pour arriver à mieux te connaître, pour t'afficher en fait des histoires qui risquent de te plaire ou t'intriguer, quoi. Et tu me fournis la transition parfaite, Rémi, puisqu'en fait un tel outil existe. Et on en a parlé il y a quelques numéros du podcast, puisqu'il s'agit en fait de Discord. D'accord. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est Discord ? Alors Discord, c'est un peu le forum du futur. C'est pour les professionnels, c'est un Slack ou un Microsoft Teams, mais plus agréable et beaucoup plus dédié en fait aux particuliers, plus ou moins, et sur lequel vous pouvez avoir des salons dans lesquels vous avez échangé par texte ou des salons vocaux pour échanger, genre pour le book club du jeudi soir, si on parle de livres par exemple, et pouvoir l'idée c'est vraiment d'échanger autour de sujets, et dans un sujet aller encore plus loin avec des salons qui vont être dédiés, par exemple, je sais pas, mettons qu'on monte notre book club avec Greg, on va avoir le salon dédié à la romance, le salon dédié à la science-fiction, etc. Donc vraiment
pouvoir échanger via chat au sein d'une communauté. Exactement. Et donc, c'est vraiment un usage qui est en train de se populariser énormément sur Discord. On l'a expliqué, hein, c'était initialement une plateforme vraiment dédiée aux jeux, aux personnes qui jouent aux jeux vidéo. Mais ça a trouvé plein de nouveaux usages. Et le book club, c'en est un autre. Hein, c'est-à-dire que ça devient un endroit où des communautés d'intérêt autour de sujets de lecture, de types de livres, se rassemblent, partagent des bons plans, se fixent des challenges de lecture, voire même partagent avec des auteurs. Et donc, ça devient, voilà, si tu tapes Discord et lecture, en fait, tu vas avoir plein d'accès à des serveurs Discord et des communautés plus ou moins grandes qui permettent finalement de suivre, hein, de trouver des recommandations, de partager des bons plans, d'échanger, de partager autour d'une histoire. Et voilà, et là aussi, j'ai découvert cet usage en voyant Discord installé sur le téléphone de ma fille et sachant qu'elle ne joue pas aux jeux vidéo, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous avec ça? Et donc en regardant, effectivement, j'ai découvert que c'était un moyen de gérer du lien en fait et de partager des centres d'intérêt autour de la lecture. Donc ça, c'est hyper intéressant comme cas d'usage. Complètement. Le tout étant et là, ça va nous faire peut-être une transition avec la partie suivante, c'est vraiment voilà, une approche quand même mobile first, tant dans la consommation, la production et le partage. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler, faire un petit point, Rémi, finalement, surtout les outils finalement qui sont disponibles aujourd'hui pour lire, pour partager autour de la lecture, etc. Eh bien, il y en a plusieurs. Un qui commence à être bien utilisé. Moi, j'en ai un depuis une dizaine d'années maintenant. Je peux parler en dizaines d'années. C'est un livre électronique. Donc, vous en avez plusieurs. Vous avez le Kobo, vous avez le Kindle qui appartient à Amazon, et vous en avez plein d'autres de variantes. L'idée, c'est d'avoir alors, c'est un écran qui n'est pas un écran. C'est un écran qui utilise la technologie d'encre électronique qui permet en fait de pas avoir comment dire, sur votre écran d'ordinateur ou de smartphone, l'écran il est tout le temps lumineux et il envoie de la lumière pour afficher des couleurs différentes. Il va être rafraîchi je sais pas plusieurs fois par seconde, alors que l'écran d'encre électronique, en fait, l'encre elle est soit noire soit grise blanche, et il y a juste quand vous allez changer de page que le rafraîchissement va avoir lieu. Et donc déjà c'est pas dangereux pour les yeux parce qu'il projette pas de lumière, sauf si vous le rééclairez, mais il va pas projeter de lumière, donc il n'y a pas de risque pour les yeux. C'est comme si vous lisiez un livre normal. Et le gros avantage, c'est que c'est hyper plat, ça a une dimension c'est comme un petit iPad ou comme un petit un livre légèrement plus grand qu'un livre de poche, beaucoup plus fin. Donc vous pouvez le trimballer n'importe où. Donc si vous partez en voyage, même quelques jours, vous n'avez pas à trimballer vos 2-3 bouquins de 300-400 pages. Donc vos bagages vous en remercieront. Et ensuite, vous avez la possibilité de mettre des milliers de livres dans un seul, dans votre Kindle ou Kobo. Et vous pouvez le mettre à jour rapidement, soit en vous connectant au Wi-Fi, soit certains intègrent directement des puces dedans. Donc moi, c'est vraiment mon outil numéro 1 pour lire. J'adore, c'est hyper pratique et c'est génial. Je sais pas si t'en as un, Greg. Ouais, comme toi, ça se compte en dizaines d'années. D'ailleurs, j'ai récemment racheté un nouveau Kindle parce que celui que j'avais depuis 8 ou 9 ans, effectivement, j'en ai pas très pris soin du coup, parce que c'est vrai que c'est assez solide et ça tient très bien. Ça tient très longtemps. Ouais. Ça a une autonomie qui se compte en semaines, donc c'est vraiment canon. Et en fait, voilà, l'écran s'est abîmé, donc j'en ai profité pour passer un modèle un peu au-dessus. Et waouh, c'est trop bien quoi. Et donc l'intérêt aussi, c'est que tu le disais, hein, on peut stocker un nombre presque limité de livres. On peut également acheter des livres. Donc si t'as terminé ton livre, t'as pas à trouver n'importe où dans le monde, tu peux te réapprovisionner.
dans la langue de ton choix. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, tu as des fonctions qui sont peut-être un peu plus, qui sont hyper intéressantes aussi. C'est tous les sujets d'annotation. Oui. C'est-à-dire que tu vas pouvoir finalement surligner un passage, mettre une petite note, et retrouver tout ça sur différents appareils, notamment sur ton ordi, sur ton téléphone ou quoi. Donc c'est intéressant si tu dis dans une logique aussi d'instruction, de documentation, très facile, je l'avais presque. Et voilà, donc ça c'est aussi hyper intéressant pour partager des notes sur une lecture. Là, le Kindle est très très bien fait pour ça, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, c'est un indispensable. Et dictionnaire aussi. Et c'est pratique si vous lisez dans d'autres langues que votre langue natale. Vous avez un dictionnaire et un comment ça s'appelle, un traducteur, quoi. Traducteur. Ouais. Directement inclus. Donc ça, c'est vrai que ça peut être pratique. Moi, je lis pas mal en anglais et des fois, c'est vrai qu'il y a un mot on comprend pas, donc on le surligne et hop, il nous donne la définition ou la traduction. C'est pratique. Donc et puis il y a la notion tu peux télécharger l'extrait de n'importe quel livre aussi. Donc si tu veux juste commencer à lire pour savoir ce que ça donne, c'est aussi une option. Donc ça c'est pour moi c'est un indispensable, le Kindle, et je n'achète plus de livres sauf cas exceptionnel où tout n'est pas dispo en Kindle, parce que je suis également un minimaliste au niveau de l'espace chez moi, et je supporte pas, tu vois, une bibliothèque, ça n'a pas de fin en fait. Tu vas acheter des livres sans fin. C'est mon problème. Même s'il y a des très très beaux objets, j'ai fait le chois de ne pas avoir de bibliothèque et de me focaliser sur le numérique avec toutes les contraintes que ça peut avoir. Mais bon, en tout cas moi ça me convient très bien. J'ai jamais autant lu que depuis que j'ai un Kindle. Ah mais moi carrément, moi ça a explosé mes compteurs. Mais non, sur les livres, alors moi c'est vrai que j'achète toujours, mais surtout des BD parce que je préfère les lire en physique. Et la dernière fois que j'ai acheté un livre physique, c'était là j'ai toujours pas reçu. Normalement c'était une précommande, j'aurais dû le recevoir il y a 2 semaines. Voilà, mais il n'est toujours pas. Il m'attend quelque part à Charles de Gaulle à la douane. Et pour la petite histoire, le livre dont tu parles, je l'ai acheté sur un coup de tête il y a une semaine. Et tu l'as reçu avant moi. J'ai pas pour autant plus commencé à lire, mais en tout cas, voilà. Il y a ce côté instantané qui est quand même assez. C'est génial. C'est un piège. C'est génial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme outil du coup ? Exactement. Un peu dans la veine des e-books, on a forcément le smartphone que vous avez probablement dans votre poche ou à côté de vous, ou l'iPad, les tablettes, qui sont utilisés pour les mangas et les BD. Pour le coup, manga, c'est vraiment chouette, notamment sur mobile, parce qu'il y a de plus en plus de sites, manga ou d'ailleurs BD normal entre guillemets, il y a de plus en plus de sites qui proposent, alors gratuitement ou de façon payante, qui ont adapté le format de lecture pour que vous puissiez en fait défiler tranquillement sur votre écran pour lire votre bande dessinée. Ça c'est très chouette. Et sur iPad, c'est vrai que j'en ai lu quelques-unes. J'ai la chance d'avoir un grand iPad, donc c'est vrai que sur le format 12 pouces, c'est assez sympa. 10 pouces, je trouve ça un peu petit parce que on est quand même loin du A4 généralement utilisé dans les bandes dessinées, donc on est obligé de passer son temps à zoomer, dézoomer, donc c'est un peu pénible. Mais pour les mangas, c'est génial, c'est vraiment top. Moi, j'ai pu relire pas mal de mangas que j'avais lus quand j'étais jeune, et c'est hyper agréable à lire. Ça se lit bien. C'est très 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 pratique. Et tu parlais des autres outils, notamment le téléphone. Alors c'est vrai que moi, c'est pas vraiment le support que je privilégie. Par contre, c'est vrai que pour le Kindle, ça peut être intéressant. Tu commences, tu vois, t'as 10 minutes à perdre dans le métro et tu n'as pas ton appareil Kindle, tu peux en fait via l'application Kindle, parce qu'on l'a pas précisé, mais t'as pas besoin d'acheter l'appareil pour lire des livres numériques. Tu peux le lire sur ton téléphone ou ton iPad via l'application gratuite dédiée. Et ça, c'est hyper intéressant parce que tu peux accéder à un livre quand tu as très peu de temps. Et on parlait tout à l'heure de Wattpad. Moi, typiquement, ma fille, 99... je vais nuancer parce qu'elle lit beaucoup de livres physiques, mais un bon 50% des livres qu'elle lit, elle les lit sur l'écran, en fait, sur l'écran de son téléphone. Et en fait, j'ai pas réussi à la faire, avec tous les paradoxes que ça peut avoir, j'ai jamais réussi à lui faire acheter ou tester le Kindle, en fait. Elle veut pas en entendre parler. Il n'y a pas un livre électronique qui est connecté à Wattpad, sur lequel elle pourrait télécharger je sais pas, faudrait que je vérifie. Ça pourrait, tu vois, genre, après, se poser la question. Kindle est très très fermé, mais je sais que j'ai eu un Kobo
Tu pouvais installer pas mal de choses, donc peut-être que ça serait possible, quoi. T'as raison, bonne question. Sauvegarder les yeux de ta fille. À creuser, quoi. Ouais. Et bien sûr, ces outils-là, il y a aussi des outils côté écrivain qui sont bien pratiques, avec notamment le cas de l'auto-édition, sur lequel ça a jamais été aussi facile d'auto-éditer ses bouquins. On a parlé de Wattpad tout à l'heure, donc là, vous connectez et tac, vous commencez à écrire. Vous pouvez et si vous avez de la chance, vos lignes vont se trouver en face des yeux de nombreux lecteurs. Mais il y a également, alors les vrais entre guillemets livres physiques ou au format numérique, sur lesquels il y a de nombreux services d'auto-édition. Alors là, je pense à Amazon, le gros Amazon qui a son service Amazon Kindle Direct Publishing, sur lequel vous importez vos fichiers et tac, ils vont charger de tout pour créer un livre. Mais vous en avez de nombreux autres services, et c'est hyper pratique, quoi. Enfin, pour les écrivains qui veulent pas forcément, soit qui ont déjà, je pense notamment à ceux qui ont déjà une communauté, qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un éditeur, même si l'éditeur propose de nombreux services qui vont être utiles, mais qui veulent se passer d'un éditeur parce que ça coûte aussi des frais, et vendre directement leur contenu à une audience. L'auto-édition, c'est très pratique, hein. En quelques clics, vous avez votre livre et vous pouvez le vendre directement. Donc c'est vrai que ce genre de choses aussi a un impact côté professionnel, on va dire, qui est vraiment chouette, qui simplifie les choses en fait, qui fluidifie des choses qui étaient auparavant très compliquées sans le numérique. Exactement. Et puis dans le cas de l'auto-édition, notamment ce que propose Amazon, moi je m'étais pas mal penché là-dessus il y a quelques années. Et en fait, tu peux carrément, Amazon propose un service clé en main qui te permet à la fois de distribuer sur ces plateformes Kindle ton livre, mais également de l'imprimer sur demande. Ah ouais, c'est génial. Donc en gros, ils t'impriment ton livre, donc tu as une version vraiment papier que tu peux shipper, si tu as besoin. T'as pas vraiment ils doivent pas l'imprimer à la demande, ils doivent avoir quelques stocks, j'imagine. Je sais pas comment ça se passe. Je sais, je crois que j'avais regardé aussi, et je crois que c'était, tu pouvais aller avoir d'assez petits nombres, en fait. Je peux me tromper, mais de l'ordre de 10-20 livres, ou peut-être que 50, je sais pas, mais voilà, des quantités vraiment minuscules, quoi. Donc c'est vrai que ça permet aussi d'avoir un côté plus authentique, on parlait tout à l'heure de notre amour du Kindle, mais vraiment si tu veux avoir un livre papier, tu peux aussi, et encore une fois sans maison d'édition, et avec toutes les facilités offertes par la livraison d'Amazon, donc livraison partout dans le monde en un jour, enfin tous ces trucs là, tu en bénéficies en plus en tant qu'auteur pour la distribution, donc ça c'est plutôt cool. Écoute, je crois on a fait un joli petit tour là. Donc, donc vous l'aurez compris, hein, l'industrie du livre, elle est en plein boom. Elle est très très challengée sur tout le sujet digital, et il y a plein d'opportunités. Il y a plein de nouveaux moyens de consommer aussi. C'est ça qui est hyper intéressant, qui a vraiment été taillé par rapport au code, aux usages des nouvelles génération Z, etc. Et qui se sont vraiment appropriés certains supports qui n'étaient pas faits pour ça. Donc, je pense à TikTok notamment. Et puis, à côté de ça, le développement de nouvelles plateformes, de nouveaux outils qui soient finalement facilitent la découverte. On parle de Wattpad tout à l'heure. Soit facilite la communauté, casse les liens, fluidifie les liens avec les auteurs, donc ça dans Wattpad ou et puis le club de lecture 3.0 avec Discord, c'est également des opportunités hyper intéressantes qui permettent vraiment de fédérer des personnes autour de centres d'intérêt communs, et avec des vraies opportunités finalement pour quelque part les auteurs qui savent le mieux se démarquer, jouer avec ces codes-là, et ça peut ils peuvent cartonner 10 fois plus que des acteurs classiques, parce qu'en fait il y a des leviers finalement d'amplification qui n'ont jamais existé dans toute l'histoire de l'édition, et qui permettent finalement de rendre un best-seller. Je pense qu'il a jamais été aussi facile d'être best-seller quand tu viens de nulle part, grâce à ces nouveaux moyens, et l'auto-édition, effectivement, c'est la dernière pièce du puzzle dont tu parlais tout à l'heure, et qui permet aussi à chacun de devenir demain sa propre maison d'édition et de publier son livre en fonction de ses besoins.
Super tour. Si vous avez des aventures à nous raconter que vous avez eues sur ce sujet-là ou des choses qu'on aurait loupées, hein, c'est possible, des innovations ou quelque chose lié à la lecture que vous utilisez tous les jours ou souvent, n'hésitez pas à nous les partager. Ça vaudrait peut-être le coup de faire un deuxième épisode sur ce sujet, tellement je pense juste là tu vois, moi j'utilise une solution qui s'appelle Goodreads pour suivre tous les livres que je lis. Et voilà, il y a plein de choses qui sont, donc c'est un sujet hyper intéressant. Écoute, hyper super intéressant. Ouais. Donc voilà, en tout cas, merci pour votre attention. De quoi on parle, Rémi, la semaine prochaine? Eh bien, d'un autre sujet, on va parler de surveillance généralisée en Chine. On sait que c'était déjà pas la fête pour les Chinois qui étaient surveillés de partout. Ça va être pire, hein, voilà. Et on va en parler. Et bonne journée. Exactement. Allez, salut. Ça marche. À la semaine prochaine. Ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtailleb.substack.com et lebrief.tech.